Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit complément sur les forces, dans le sens où on a parlé rapidement de force, mais c'est un chapitre vraiment important pour l'aspect en première, donc on va faire un petit point. Moi, ce que je peux vous conseiller pour vraiment bien aborder cette vidéo, c'est de vous faire une petite fiche en même temps. Donc globalement, c'est un complément de chapitre sur la mécanique, donc vraiment un des thèmes principaux de la première, hein, vraiment. Donc sur les forces, et déjà dans la première partie, on va se faire un petit point de rappel sur globalement ce que c'est qu'une force. Voilà, notion de force. Normalement, ça, vous l'avez déjà vu parfois même au collège. C'est des généralités. Donc en gros, une force, c'est l'action qu'exerce un objet sur un autre. Souvent, on parle d'action mécanique. Donc une force est l'action d'un objet sur un autre. Action mécanique. Donc vous voyez, action, interaction. Comment est-ce qu'ils agissent entre eux. Et l'action d'un objet sur un autre. Alors quand je vous dis un objet, ça peut être assez vaste. Vous allez voir, on va bientôt présenter des exemples de force. Alors, il existe beaucoup de types de forces. Tous ne sont pas à votre programme. Je vais vous donner quelques exemples. Par contre, quelque chose qui vaut pour toutes les forces, c'est son unité. Toutes les forces s'expriment en newton. Et donc le newton, ça se note grand N. Donc newton, qui vient d'Isaac Newton. Elle s'exprime en newton, qu'on abrège en grand N. Toutes les forces, vous allez voir, on va en présenter plusieurs tout à l'heure, elles sont toutes en newton. Et je vous disais, une force, c'est l'action mécanique d'un objet sur un autre. C'est-à-dire que une force, ça va se représenter par un vecteur. Donc le vecteur, vous y ferez particulièrement attention dans votre rédaction en première, ça se représente avec la flèche au-dessus. Si vous écrivez f de a sur b, ça représente l'action qu'a l'objet A sur l'objet B. Et inversement, si vous écrivez, c'est juste du brouillon, mais si vous écrivez f de B sur A, ça c'est l'action KB sur A. Vous allez voir que ça va avoir un impact tout à l'heure. Voilà pour les généralités. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus là-dessus. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau, on est toujours dans le grand 1. Bon, pas le tableau le plus droit de la planète, c'est pas grave. On va aborder 5 exemples de forces. Si vous voulez, sur votre fiche, vous pouvez représenter ces 5 forces. La première, la plus importante, parce que vous n'allez pas entendre parler de ces forces à la même fréquence. Le premier, c'est vraiment le poids. Attention à ne pas confondre avec la masse, on va en parler après. Le poids, c'est vraiment la force la plus importante. On va la présenter tout de suite. Donc globalement, ce qui va être important quand on vous parle de force, comme c'est un vecteur, vous allez devoir présenter ses caractéristiques. Il y en a 4. Et ce sont toujours les 4 mêmes. C'est-à-dire que, tout d'abord, moi, celle par laquelle je vous conseille de commencer, c'est par la direction. Donc, le poids, ça s'exerce sur un système. Donc, c'est un vecteur. On est d'accord, hein, le poids, c'est ce qui nous tient sur le sol. Ça nous emmène vers le bas. Ça va s'appliquer à peu près comme ça. Et donc, du coup, que pensez-vous de sa direction ? Direction, attention, c'est pas vers où ça va. Les deux directions classiques, c'est horizontale et verticale. Ici, du coup, verticale. Direction verticale. Ensuite, deuxième caractéristique, le sens. Là, pareil, il y a plusieurs façons d'écrire. Vous pouvez écrire vers le bas ou vers le centre de la Terre. En fait, le poids, c'est l'action qu'a la Terre sur vous. Et je vous rappelle que en seconde, et en première et même pendant tout le lycée, on représente un système par un point. C'est-à-dire que l'action que la Terre a sur nous, c'est l'action qu'a la Terre, le centre de gravité de la Terre, sur le centre de gravité de nous. Donc le centre de la Terre sur le centre du système, par exemple nous. Donc le sens vers le bas ou vers le centre de la Terre, c'est vous qui voyez. De la Terre. Donc, troisième caractéristique, la norme,
c'est-à-dire la valeur de la force. C'est aussi sa longueur, c'est la longueur du vecteur. Souvenez-vous, dans le chapitre précédent, on l'a mesuré avec des échelles parfois. Mais ici, vous allez pouvoir le calculer. Parce que la formule du poids, très importante, c'est la norme du poids, c'est P égale M fois G. Voilà. Et donc la norme, vous allez voir, nous en seconde, on l'a beaucoup écrite. Vous savez, ça c'est du brouillon. Ça c'est le vecteur et la norme, on l'écrivait comme ça pour être bien propre, avec les deux barres. Vous allez voir en première, en terminale, parfois on n'est plus si propre. Et au lieu d'écrire avec le symbole de norme, on écrit juste P, sans le vecteur. Vous voyez, P avec le vecteur, c'est un vecteur, avec la flèche c'est un vecteur. P sans le vecteur, c'est juste un nombre. Ici, du coup, c'est une valeur en newton. Le poids, évidemment, c'est une force, donc il est en newton. Et enfin, la dernière caractéristique qu'il ne faut pas oublier, on en a même déjà un peu parlé, c'est le point d'application. Il est trop petit, mon tableau. Le point d'application, et donc ici, bon, c'est vraiment dans le nom, le poids s'applique au centre de gravité. Centre de gravité du système. Vous voyez, vous pouvez tout à fait étudier le poids d'un humain, mais aussi le poids d'un stylo. Le centre de gravité d'un stylo, ce serait en son centre ici, par exemple. Vous pouvez étudier le poids de n'importe quoi. Voilà pour la force dont vous allez le plus entendre parler dans la suite de vos études. Ensuite, une qui est quand même relativement proche, c'est la force gravitationnelle. En fait, la seule différence entre le poids et la force gravitationnelle, pardon, c'est vraiment petit, il y a deux N, deux L. La force gravitationnelle et le poids, leur différence, c'est que vous ne parlerez jamais du poids d'un satellite. Parce qu'en fait, un satellite, il est en orbite autour de la Terre. Le poids, en fait, c'est la force gravitationnelle, mais à la surface de la Terre. Vous n'entendrez jamais parler de la force gravitationnelle qu'a la Terre sur vous. Vous voyez, le poids, c'est à la surface de la Terre. La force gravitationnelle, c'est en orbite. Je dis autour de la Terre, mais évidemment, le Soleil et Jupiter, ils ont aussi une force gravitationnelle entre eux. Force gravitationnelle, en gros, c'est universel. Poids, c'est à la surface d'un astre, donc d'une planète. Évidemment, on peut calculer son poids sur Mars aussi. C'est vrai que ça me fait penser que je n'ai pas beaucoup détaillé cette formule. G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Je suis désolée, je ne suis pas très organisée, je me sens un peu fatiguée en ce moment. G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Et sur Terre, bon, cette valeur n'est pas à connaître pour le moment. Elle vaut 9,80. Il y a deux unités possibles. Newton par kilogramme ou mètre par seconde au carré, donc mètre fois seconde moins 2. Je l'écris un peu plus proprement. Ça, c'est en gros l'influence que la pesanteur a sur nous. Parfois on parle d'accélération de la pesanteur, parfois on parle d'intensité de la pesanteur. Le terme le plus propre, c'est accélération de la pesanteur. Celui-là, 9,80, c'est sur la Terre. Sur la Lune, il est environ 3 fois plus faible. D'ailleurs, on le sait, la gravité. Quand on dit la gravité est plus faible sur la Lune, en fait, c'est le poids qui est plus faible sur la Lune. Mais effectivement, comme G pour la Lune est plus petit, forcément le poids sur la Lune est plus petit que le poids sur la Terre. C'est une parenthèse rapide parce qu'honnêtement, on ne va pas s'attarder dessus. J'efface ma remarque en vert. Vous pouvez évidemment la noter dans votre fiche. Si vous avez plus de place que moi sur votre tableau. Et désolé, je reviens à la force gravitationnelle. Donc force gravitationnelle, c'est pas simplement la gravité. Gravité, c'est à la surface d'une planète. Force gravitationnelle, c'est des astres entre eux. Mais vous voyez, rien ne vous empêche de vous considérer comme un astre et la Terre un autre astre, évidemment. Ça marche parfaitement bien. Et donc, sous la force gravitationnelle, justement, on considère deux objets dans l'espace. C'est vraiment ça qu'on fait. Et ces deux objets, justement, je vais les appeler A et B. Ça peut être des planètes. Donc pareil, elles, on va les réduire à leur centre de masse, centre de gravité. Et en fait, A attire B, mais B attire A. La force gravitationnelle, vous en allez avoir une comme ça et une comme ça. Et là, moi, ce que je vais vous demander, c'est que ces deux forces ne sont pas égales. L'une des deux, soit la bleue, soit la rouge, est F de A sur B. Et l'autre est F de B sur A. Je vous laisse une seconde pour y réfléchir.
Réfléchissez à entre la bleue et la rouge, qui est f de a sur b pardon, et qui est f de b sur a. Alors en fait, la bleue, vous voyez, c'est le fait que B attire A. Donc la force bleue, c'est F de B sur A. Vous voyez, c'est vraiment l'action que B attire A vers lui. Et la force rouge, c'est F de A sur B. A attire B vers lui. Mais vous voyez, du coup, la force de A sur B, son point d'application, c'est en A. Et la force de B sur A, j'ai dit bêtise. La force de A sur B, son point d'application, c'est en B. Par contre, la force de B sur A, donc littéralement, le point d'application, il est sur A. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. La direction ici, elle est un peu moins simple. Parce que vous voyez, dans l'espace, est-ce qu'on peut parler de vertical, horizontal? Non. Globalement, moi, ce que je vous conseille ici comme direction, c'est simplement de dire, c'est la droite qui relie A et B. Peu importe ce que c'est, A et B, des astres, des satellites. Voilà. Je ne renote pas direction. Je vais faire des petits trucs. Hop. Mais direction, c'est, droite qui relie. Donc en gros, le centre de A et le centre de B. De A et de B. Ok, parfait. Ensuite, le sens, c'est bien... Ça dépend. Finalement, f de B sur A, il va, f de B sur A, il va de A à B. De A vers B. Et f de A sur B va de B vers A. Alors vous verrez en exercice, on fera toujours étudier que l'une des deux. Hein. Moi, je vous fais les exemples, surtout que ça me servira dans mon grand 2. Mais vous n'en étudierez toujours qu'une. Et d'ailleurs, pour la norme, elle est égale en fait. La norme de f de A sur B est égale à la norme de f de B sur A. Ça, je vous développe ça dans le grand 2. Et là, je vous donne la formule, mais pour le moment, elle n'est pas à connaître. On va retrouver un G, mais cette fois-ci, ce n'est pas petit g comme dans le poids, c'est grand G, qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Elle est valable, comme le dit son nom, dans l'univers. Donc, comment dire, ça ne dépend pas de si vous étudiez la Terre, si vous étudiez la Lune, si vous étudiez un satellite. Tout est pareil. Et pareil, sa valeur n'est pas à connaître par cœur. Elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et je ne vous précise pas l'unité. On en reparlera. Je vous donne juste la valeur comme ça. Parfois, on a juste unité SI, c'est-à-dire unité du système international. Évidemment, cette force dépend aussi de la masse des astres qui vont être impliqués. Forcément, un astre B qui serait lourd attirera plus qu'un astre B qui sera moins lourd. Mais évidemment, ça dépend aussi de A. Donc, la suite de cette formule, c'est MA fois MB. Et ça dépend d'une autre chose aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un astre qui serait situé loin attirerait... J'ai mal formulé. Est-ce qu'on est d'accord que si deux astres sont près, ils vont mutuellement plus s'attirer que s'ils étaient loin? C'est vraiment ça l'idée. En fait, plus la distance entre les deux est faible, donc dans ce cas, et plus la force est grande. Ça veut dire que la force n'est pas proportionnelle à la distance. La distance n'est pas au numérateur. La distance, elle est au dénominateur. Vous voyez comme ça? Plus la distance entre les astres est grande, plus le dénominateur est grand, plus le résultat est petit. Et inversement. Et c'est même pas tout à fait divisé par la distance, mais par la distance au carré. Ne vous embêtez pas avec cette formule pour le moment. Vous en reparlerez de toute façon plus tard. Là, on fait vraiment juste une approche que ceci ne vous paraisse pas étonnant quand vous l'aborderez plus tard. Et du coup, le point d'application, ça c'est vraiment le point piège, hein, vous faites très attention à ça. C'est que f de B sur A, donc c'est le bleu, pour f de B sur A, le point d'application, eh bien, c'est A. Et pour f de A sur B,
Le point d'application, c'est B. Voilà, attention à être prudent là-dessus. Et ceci va me permettre de vous parler d'une force qui ressemble énormément. C'est la force électrostatique. Alors, j'ai toujours pas beaucoup de place. Force électrostatique. Vous allez voir, on est sur le même raisonnement. Force électrostatique. Là, pareil, vous avez un système A et un système B, mais comme le dit son nom, la force électrostatique, parfois on dit aussi force électrique. En seconde, on n'est pas très précis dans les termes. Mais, comment dire, ça se fait entre deux charges. Alors, des charges, ça peut être un électron qui est chargé négativement, un proton qui est chargé positivement. Comment dire? Non, je ne vais pas parler des aimants parce que ce n'est pas la même force. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de... Les masses s'attirent et les charges, elles peuvent soit s'attirer, soit se repousser. Et notamment, moi je vais prendre le cas pour vraiment vous faire l'analogie avec ça, de deux charges positives. Par exemple, deux protons. Je vais supposer que A et B sont chargés positivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre, c'était le chapitre 3, mais la charge, on l'a notée grand Q. Bon là, je l'ai noté petit q. Et en gros, on va supposer que ces deux charges-là sont positives. Pardon. Si je veux faire l'analogie avec ça, ça ne va pas. Je vais plutôt supposer que la charge portée par A est positive et la charge portée par B est négative. Parce que deux charges positives vont avoir tendance à se repousser. Donc en gros, si c'était deux charges positives, je ne suis pas dans ce cas-là. Si c'était deux charges positives, A et B, j'aurais A qui repousse B, donc ça ce serait F de A sur B, mais j'aurais aussi B qui repousse A, et les deux s'éloigneraient. Évidemment, ce cas existe, vous en parlerez, mais moi ma vidéo, je veux pas qu'elle dure 3 heures. Je veux juste vous faire une introduction à tout ça. Nous ici, si on étudie deux charges opposées, une charge positive et une charge négative, eh bien, les opposés s'attirent, elles vont s'attirer. Et du coup, en fait, on est vraiment dans le même cas qu'ici. Vous voyez, ceci est F de B sur A. Voilà. B attire A. Et réciproquement, A attire B. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse notamment de faire ça? Parce qu'en fait, on va retrouver plein de similitudes avec le cas d'avant. Naturellement, la direction reste la même. La direction, je vous rappelle, à ne toujours pas confondre avec le sens. C'est juste une droite. Une droite peut aller dans les deux sens. Et c'est la droite encore qui relie le centre de A et le centre de B. C'est littéralement la même chose que là. J'aurais recopié. Et ensuite, pour le sens, si vous avez des charges opposées, eh bien, pareil, F de B sur A va de A vers B, et F de A sur B va de B vers A. Ce serait strictement l'inverse, si vous vous souvenez du cas que je vous avais mis là. Pour la norme, je ne vais pas développer toute la formule, elle n'est pas à votre programme pour le moment, mais la force électrique ou force électrostatique, globalement, vous pouvez l'écrire comme quelque chose de, K, pas K carré, sur D carré. Et je ne vous présente pas ce que c'est que K, vous le verrez plus tard. En fait, K remplace G, et je vais quand même vous parler des charges. Vous voyez ici, la force gravitationnelle, ça dépendait de la masse de A et de la masse de B. Et en réalité, dans la force électrostatique, ça va dépendre de la charge de A et la charge de B. Ici, j'ai décidé de les appeler Q+, et Q-. J'aurais très bien pu les appeler QA et QB. Je vais juste rappeler que c'était des charges positives et négatives. Mais en gros, vous voyez, c'est une constante dont vous parlerez fois la charge d'un des composants et la charge de l'autre des composants. Et encore divisé par la distance au carré. Honnêtement, on est vraiment sur une analogie parfaite entre les deux formules. K joue le rôle de G et vous avez les charges qui jouent les rôles des masses. Il y a vraiment une très grosse analogie. Et l'analogie, évidemment, se poursuit pour les points d'application. Et pour le coup, pour les points d'application, peu importe que vous soyez dans ce cas ou dans le cas où les charges sont identiques, donc se repoussent, là, le point d'application reste le même. Voilà.
pour la force électrostatique. Celle-là, vous en parlerez même pas beaucoup en première, beaucoup en terminale, mais en première, pas trop. C'est pour ça que je ne développe pas plus que ça. Par contre, une force que vous allez introduire, là par contre, dont vous allez souvent vous servir, elle s'appelle la réaction du support. Alors elle, quand on voit le nom, ça ne nous parle pas forcément, pourtant tout est dans le nom. Réaction du support, c'est-à-dire que si quelque chose supporte autre chose, par exemple là je supporte ce feutre, ben, je l'empêche de tomber. C'est-à-dire que le feutre, il a envie de tomber du fait de son poids. Mais par contre, moi, étant donné que le feutre est en appui sur quelque chose, ma main exerce une réaction sur ce feutre. Et évidemment, c'est valable pour n'importe quoi. Vous ne pouvez pas voir ma table là où c'est, je crois que vous ne pouvez même pas voir mon support à feutre. Mais évidemment, si je pose mon stylo sur une table ou sur le support du tableau, ils exercent une réaction sur ce stylo. En gros, la réaction, souvent, elle s'oppose au poids. En tout cas, elle maintient le système immobile. Donc, réaction du support, il faut un support. Parce que vous voyez, si je laisse tomber mon stylo, je vais le faire avec un qui n'est pas ouvert, si je laisse tomber mon feutre, pendant toute la phase où il tombe, il n'y a pas de réaction. Par contre, quand il touche le sol, là, il y a une réaction. Il vous faut un support. Et le support va réagir, c'est-à-dire que globalement, souvent c'est le poids. Le poids a une action et le support a une réaction. Vous allez voir, nous reparlons de ça au grand 3. Donc réaction du support. Donc ceci, imaginons que c'est le sol. Voilà. Je propose que ce soit le sol. Vous avez, on va dire un ballon, qui est votre système. Donc je le représente, je le modélise toujours par un point matériel. Je vous rappelle, au lycée, on représente un système par un point matériel. Et donc ce système, le ballon, si le gaz qui est à l'intérieur de lui est moins dense que l'air, il va rester sur le sol. Justement parce qu'il y a le poids. Je vais quand même le représenter le poids, parce que vous imaginez bien que si vous avez un ballon de baudruche qui s'élève, par exemple, parce qu'il est en hélium, il n'y aura pas de réaction du support. Il n'y a pas de support. Le ballon de baudruche, il est dans l'air, il n'y a pas de support dans l'air. Donc vous avez quand même le poids ici. Et par contre, à l'opposé, vous avez la réaction du support. Elle est comme ça. Et souvent, la réaction du support, on la note grand R. Vous verrez, parfois, vous la noterez aussi grand R N. J'attire votre attention sur le fait que je l'ai vraiment fait partir de là, et pas du point. Pour une fois, je n'ai pas juste fait un point, j'ai fait un ballon. Je vous en reparle. La direction, on retombe dans les classiques. Souvent, la réaction du support, le support, il est horizontal. Donc, en fait, vous allez avoir une réaction qui est orthogonale au support, c'est-à-dire, comment ça s'appelle ici, c'est-à-dire verticale. Donc ici, je vais marquer, oui, ça fait vertical comme pour le poids. Mais vous pouvez aussi répondre que c'est orthogonal ou perpendiculaire, ce sont des synonymes à notre niveau, perpendiculaire au support. Parce que souvent, ce qu'on lui donne comme nom, en plus, c'est la réaction normale du support. C'est pour ça qu'on l'appelle Rn. Vous voyez, par exemple, pour un skieur qui serait sur une pente, la réaction normale du support, elle est perpendiculaire à ce support. C'est quoi? Je pense qu'on va le rajouter pour être parfaitement clair. Réaction normale du support. Et du coup, je vais même rajouter le petit n ici. Parce qu'en fait, dans la réaction normale du support, il y a deux composantes que vous aborderez plus tard. Rn. Et comme ça, on est parfaitement rigoureux. Réaction normale du support, elle est perpendiculaire ou orthogonale au support. Ensuite, sur le sens, là honnêtement, le sens, il est quasiment tout le temps opposé aux autres forces. Vous voyez là, le poids a un sens vers le bas, donc la réaction normale a le sens opposé. Comme c'est pas systématique, je vais juste donner dans mon exemple là, justement, ici le sens il est simplement vers le haut. Parce que vous voyez, il y a vraiment une idée que toutes ces forces s'adaptent au cas où vous les étudiez. Donc j'essaye de vous donner des cas généraux, mais selon comment est incliné le problème, parfois en fait
plutôt que de dire vers le haut, il faudrait que vous disiez opposé au poids ou bien opposé à telle force. Ça peut arriver. La norme, il n'y a pas de formule. Vous verrez, vous aurez une autre façon de la calculer. Et par contre, le point d'application, donc ça c'est barré, hein, c'est pas pour dire que c'est pareil que ça, pardon, il faudrait que je sois plus clair. Pas de formule pour la norme. Vraiment, vous n'en verrez jamais. Il y a d'autres façons de le calculer, dont je ne vous parlerai pas du tout dans cette vidéo. Peut-être que je vais vous en parler. Le point d'application. Alors lui, il est un peu original. Parce que le point d'application, souvent, c'est le centre de gravité. Vous voyez, ici, c'était le centre de gravité du système. Là, le centre de A, le centre de B, donc qui sont des planètes, des astres, des satellites. C'est tout le temps un peu la même chose. Mais par contre, la réaction normale, vous voyez ici, elle commence vraiment de là. La réaction normale du support, elle s'applique au point de contact entre le sol et le ballon. Ici, par exemple, si je prends un système qui est un ballon, c'est toujours le point de contact entre le support et le système. Donc vous voyez là, vraiment, mon vecteur ne part pas du centre de gravité. Ce n'est pas la majorité des forces, mais il y en a quand même plusieurs qui sont dans ce cas-là. Le point d'application est le point de contact entre le support et le système. Entre le support et le système. Et enfin, la dernière dont je vais vous parler, qui est assez spécifique, elle n'est pas tout le temps là, c'est la tension d'un fil. Et je viens de penser que je vous ramènerai quelque chose d'intéressant pour la dernière partie. La tension d'un fil. Bon, elle, pareil, c'est dans le nom. Un fil, ça tire sur le système. Imaginez que vous ayez... Bon, je vais vraiment faire un système tout simple. Un système, donc toujours symbolisé par un point M, qui est suspendu au bout d'un fil. La tension du fil, elle s'applique en gros au point d'attache entre le système et le fil. Et vous voyez, un fil, ça a pour but de, pas d'attirer, mais de retenir le système vers lui. Donc en fait, ici, il sera ici. Et ça, justement, attention d'un fil, souvent on la note T. C'est pas toujours, mais souvent on la note T. La direction. Là, vous voyez, j'ai pris un cas très simple. J'ai pris un cas où le fil, il est juste vertical. Donc, vous pouvez encore utiliser direction verticale. Par contre, vous verrez plus tard, vous aurez des pendules. Donc, en gros, pendule, c'est-à-dire que votre système va osciller. Donc, le plus précis pour la direction, ok, ici c'est vertical, mais le plus précis, c'est de dire dans la direction du fil. Comme ça, peu importe où est votre fil, cette propriété est vraie. Mais évidemment, ici, vous pouvez utiliser vertical. Et le sens, c'est du système à l'autre extrémité du fil. Du système à l'autre extrémité du fil. Vous voyez, si votre système il est accroché à un endroit, ça va forcément aller vers le côté opposé. Du système à l'autre extrémité du fil. Ok. Pareil que pour la réaction du support, on ne met pas de formule. Il y a d'autres façons de le calculer. Ça, par contre, je ne vous en parlerai pas. Et là, pour le point d'application, le mieux, c'est le point d'attache, d'accroche, d'attache, c'est pareil, d'attache entre le fil et le système. Voilà. Donc là, vous voyez, le but, c'était simplement de développer un peu ce qu'on avait fait sur les forces. On avait vu rapidement ce que c'était. Moi, je voulais vous montrer quelques exemples que vous verrez. Pour le moment, rien de vraiment nécessaire à savoir. Dans le sens où je voulais qu'on retravaille sur direction, sens, norme, point d'application, parce que ce sont des questions classiques qu'on vous pose. En fait, il ne faut pas vous tromper. Il faut toujours vous souvenir qu'il y a 4 caractéristiques. Et vous voyez, ces caractéristiques peuvent être un peu différentes selon les forces. Ça s'adapte selon les exercices, mais là, si vous avez compris ce qui se passe et si vous êtes capable de le retrouver, c'est-à-dire que vous avez tout compris. Super. Oh, et quelque chose que j'ai oublié dans cette partie, ce sont la différence entre... Est-ce que j'ai encore un peu de place? Entre les forces
à distance et les forces de contact. Pareil, c'est un peu dans le... Force à distance, c'est-à-dire ce sont les actions qui s'exercent entre deux objets, même s'ils ne se touchent pas. Et par contre, force de contact, il y a besoin d'avoir contact entre les deux objets qui interagissent pour que la force se fasse. Je vais faire une force à distance de contact. Où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas où je vais l'écrire. Vous, si vous voulez, vous pouvez rajouter une ligne après. Moi, j'ai plus trop de place. Mais force à distance. On va essayer d'identifier... Force à distance, force de contact. On va essayer d'identifier pour chaque force, est-ce que c'est une force à distance ou de contact. Le poids. Est-ce que... Donc on a dit, en fait, le poids, c'est l'action du centre de la Terre sur un système à la surface de la Terre. Est-ce que le système a besoin d'être en contact avec le centre de la Terre pour subir un poids? Ben non. Mon stylo, là, si je le lâche, il n'était pas en contact avec la Terre. Pourtant, le poids s'est quand même exercé. Là, moi, je suis en contact avec la Terre, la surface de la Terre, pas le centre de la Terre, certes. Le poids s'exerce sur moi. Donc, effectivement, le poids est une force à distance. La force gravitationnelle. Est-ce que deux planètes ont besoin de se toucher pour s'attirer l'une l'autre? Non, toujours pas. Typiquement, si on prend la Terre et la Lune est en orbite autour de la Terre. La Terre a une action sur la Lune, mais évidemment, les deux ne se touchent pas. Donc, elle aussi, elle est à distance. Ensuite, la force électrostatique. Deux charges, pareil, ont-elles besoin de se toucher pour interagir? Non. Même souvent, quand elles commencent à se toucher, il n'y a plus d'interaction. Vous en parlerez un jour peut-être. Donc, c'est aussi une force à distance. Par contre, réaction du support. Ça, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Réaction du support, si je lâche mon stylo, il n'y a pas de réaction du support. Quand il est en train de tomber, il n'y a pas de support. Parce que justement, s'il n'y a pas de contact entre le support et le système, il n'y a pas de réaction du support. Donc cette force-là, c'est bien une force de contact, une action de contact. Il faut un contact entre le système et le support, sinon il n'y a pas de réaction normale. Et enfin, la tension d'un fil. Bon là c'est un peu pareil, c'est un peu intuitif. Vous imaginez bien que si le fil, il n'est pas accroché au système, genre vous avez un fil qui pend et vous avez le système qui est séparé, qui n'est pas accroché au fil, il n'y a littéralement aucune action entre les deux. Vous lâchez et le fil ne retient rien. Donc effectivement, ça c'est aussi une action de contact. Pour la simple et bonne raison que le fil et le système doivent être en contact, et même plus que ça ici, accrochés. Sinon, pas de tension. Voilà. Et là, ceci conclut pour de vrai notre partie 1. Donc, dans cette première partie, nous avons abordé les généralités sur les forces et vu ce qu'on connaissait, les 4 caractéristiques sur les forces classiques que vous verrez dans votre cursus. Un théorème classique que vous verrez aussi dans votre cursus, maintenant, c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. Alors, action, c'est vraiment synonyme de force. Force, c'est l'action qu'a un objet sur un autre. Et réciproque, c'est mutuel en fait. On a déjà abordé rapidement ça tout à l'heure. Mais le principe des actions réciproques vous dit que si vous avez deux systèmes, A et B, alors la force qu'exerce B sur A, donc ça je vous rappelle c'est B sur A, a la même intensité que la force que A sur B. En gros, A attire autant B que B n'attire A. Et ça marche pour n'importe quelle force. Pardon, ça c'est F de A sur B. C'est ça qu'on appelle le principe des actions réciproques. C'est-à-dire que la force d'un objet sur un autre objet est la même que la force de cet autre objet sur ce premier objet. Forcément. On l'appelle aussi la troisième loi de Newton. Donc, je vous l'écris ici. Le principe des actions réciproques, on l'appelle aussi troisième loi de Newton. Vous allez voir, il y en a 3. Là, je vous présente la troisième. Tout à l'heure, je vous présentais la première, parce qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre. Et l'année prochaine, vous verrez la deuxième, qui est vraiment la plus importante. On l'appelle aussi du coup troisième loi de Newton. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, soit principe des actions réciproques, soit troisième loi de Newton. C'est vous qui verrez.
stipule que la norme de f de A sur B est égale à la norme de F, la norme de la force que B a sur A. C'est-à-dire que ces deux forces ont la même intensité. Par contre, est-ce que ces deux forces sont identiques? Est-ce que réellement, les 4 caractéristiques sont identiques? Non, vraiment pas. Qu'est-ce qui est identique? La direction. La direction de ces forces est la même. En gros, c'est la direction, la droite, qui relie A et B. L'intensité de ces forces est la même. Parce que, en gros, ici, si vous suiviez une échelle, la longueur de la force du vecteur force de B sur A devrait être la même que pour le vecteur force de A sur B. Mais par contre, les sens sont opposés. Parfois, le point d'application peut être le même, mais souvent non, quand même, dans la plupart des cas. Donc en gros, c'est-à-dire que les forces exercées par A sur B et par B sur A, c'est ça qu'on appelle la réciproque A sur B ou B sur A, ont la même direction, la même norme, c'est-à-dire la même valeur, la même longueur, la même norme, mais des sens opposés. Mais des sens opposés. Voilà, c'est ça qu'on appelle réciproque. C'est simplement le fait que si A a une action sur B, B a la même action sur A. C'est fou, mais vous exercez la même force sur le centre de la Terre que le centre de la Terre exerce sur vous. Je vous fais un schéma. Tac, tac, tac. Ça, c'est le centre de la Terre. Ça, c'est vous. Je vais mettre E comme élève. Ça, c'est votre centre de gravité. Vous exercez strictement la même force. Donc ça, c'est vous sur le centre de la... Pardon, ça, c'est la Terre sur vous. Ça, c'est la Terre sur vous, donc Terre sur élève. Et ça, c'est élève sur la Terre. Vous avez la même force sur la Terre que la Terre a sur vous. Mais par contre, comme vous n'avez pas la même masse, comment dire, la Terre vous fait tomber, mais vous ne faites pas tomber la Terre. Ce qui est peut-être bien pour l'ego, j'ai envie de dire. Mais par contre, c'est factuellement vrai. Vous avez la même force l'un sur l'autre. Par contre, les conséquences qu'ont cette force n'est vraiment pas la même pour vous et pour cette planète. C'est la même chose, vous savez, entre la Terre et la Lune, etc. Il y a un rapport de force. Pourtant, strictement, la valeur de la force, donc en Newton, est la même pour l'un et pour l'autre. C'est juste qu'évidemment, la Terre, elle est soumise à... Elle a une plus grande masse que la vôtre. On pourrait dire qu'elle a plus d'inertie. Et elle est soumise à d'autres actions également. Évidemment pas que votre poids, également le poids d'autres choses. Voilà pour le grand 2, qui était assez court. Je voulais simplement vous montrer que la force exercée par A sur B est toujours la même que celle que B a sur A. C'est réciproque, c'est obligatoire, ceci est strictement toujours vrai. Vraiment toujours. Ça s'appelle la troisième loi de Newton ou le principe des actions réciproques. Donc, nous allons parler de la troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques. Je vous propose maintenant de parler de la première loi de Newton, qu'on appelle aussi principe d'inertie. Donc, le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie, évidemment, on est toujours relié à des forces. Mais on va aussi faire revenir la notion de référentiel. Parce qu'une chose dont on n'a pas parlé cette année, c'est qu'on a donné les 3 types de référentiels. Je vais vous les rappeler rapidement. Quels sont les 3 types de référentiels qu'on a vus? Terrestre, géocentrique et héliocentrique. Par contre, quelque chose qui vous sera très utile, c'est la propriété de ces référentiels comme étant galiléens. Le mot galiléen est important. Vous verrez dans la dernière partie de cette vidéo
nous verrons une rédaction type d'un exercice et on utilisera le mot référentiel galiléen. Parce que un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel les lois de Newton s'appliquent, les 3 lois de Newton s'appliquent, mais surtout le principe d'inertie, dans lequel le principe d'inertie s'applique. Et même toutes les lois de Newton. Vous verrez en exercice, en évaluation tout le temps, quand vous donnerez un référentiel, vous serez obligé de l'appeler référentiel, par exemple, terrestre, supposé galiléen. Vous devez faire l'hypothèse que ce référentiel est galiléen, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer les lois dedans, sinon vous ne pouvez pas faire de calcul et vous ne pouvez pas faire l'exercice. Mais pourquoi est-ce qu'on dit référentiel supposé galiléen et pas galiléen? Parce qu'en fait, aucun référentiel n'est parfaitement galiléen. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel immobile dans tout référentiel. Est-ce que le Soleil est vraiment immobile dans tous les référentiels? Ben non, dans le référentiel de l'univers, le Soleil il se déplace, n'importe quelle galaxie se déplace. Même le référentiel de l'univers, il n'est peut-être pas forcément galiléen. Mais par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si vous étudiez par exemple quelque chose à la surface de la Terre, elle a beaucoup de mouvements parce qu'elle tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil, elle tourne dans l'univers, elle a plein de mouvements. Mais par contre, si vous étudiez, je dis n'importe quoi, mais un mouvement qui dure 3 secondes, en 3 secondes, vous pouvez supposer que la Terre n'a pas trop bougé. Vous voyez que le mouvement de la Terre n'a pas eu trop d'action sur votre mouvement. Donc, si votre expérience ou votre étude dure une durée suffisamment petite pour que vous puissiez supposer qu'elle n'a pas bougé, alors vous êtes galiléen. C'est pour ça qu'on dit supposé galiléen. Aucun référentiel n'est parfaitement galiléen. Par contre, si vous ne supposez pas qu'il est galiléen, vous ne pouvez pas faire les exercices. Parce que en mécanique classique, nos 3 lois, les 3 lois de Newton, elles ne s'appliquent qu'en référentiel galiléen. Sinon, c'est de la mécanique quantique. Évidemment, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais voilà, ça c'était vraiment un point très technique. Parce que le principe d'inertie, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que dans un référentiel galiléen, je vais vous l'écrire et on va le décortiquer après. Je vous donne vraiment l'énoncé du principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, alors je me trompe toujours de sens entre les deux, si le vecteur vitesse ne varie pas, c'est-à-dire il est constant, voilà, le vecteur vitesse dont on a parlé dans le dernier chapitre, s'il ne varie pas, ça veut dire, donc là on va parler des forces, alors la somme des forces qui s'exercent sur le système, donc c'est le vecteur vitesse d'un système, qui s'exerce sur le système, est nulle. La somme des forces est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire les forces exercées sur le système se compensent. Je vous mets la formule mathématique parce que je pense que c'est plus facile à comprendre en abréviation, en notation mathématique qu'en phrase. Mais si votre vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire littéralement votre mouvement est uniforme, mais pas que. On va en parler. Si votre vecteur vitesse est constant, alors les forces se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0. Donc vous voyez, je mets même un vecteur sur le 0, comme ça on appelle ça le vecteur nul. En gros, ça veut dire, ne notez pas ça, mais s'il y a 2 forces qui s'exercent sur le système, je ne dis même pas lesquelles, poids, réaction du support, force électrostatique, peu importe, s'il y a 2 forces qui s'exercent sur le système, si ce système a un vecteur vitesse constant, ça veut dire que les deux se compensent, ça veut dire du coup que la force 1 est égale à moins la force 2. C'est vraiment ça que ça veut dire. 2 forces qui se compensent, ça veut dire qu'il y en a une qui va dans un sens, avec une certaine longueur, l'autre va dans l'autre sens, avec la même longueur. Forcément.
Mais par contre, voilà, dans des sens opposés. Même direction, même valeur, mais sens opposé. Ce qui nous fait penser au rang 2. Hein. Mais voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est important que ce soit le vecteur vitesse qui soit constant et pas juste la norme de la vitesse est constant? Parce qu'en fait, pour un mouvement circulaire uniforme, je vous rappelle, votre vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. J'espère que vous vous souvenez du mot tangent. Ça veut dire qu'ici, vous avez un vecteur vitesse ici, vous avez un vecteur vitesse ici, vecteur vitesse ici, vecteur vitesse ici. Si le mouvement est bien uniforme, là, bon désolé, on ne voit pas bien au tableau, c'est moche, mais la longueur est la même partout. Par contre, votre vecteur, il n'est pas constant. La direction, le sens, ils sont tout le temps en train de changer. Et effectivement, hein, ça c'est par exemple le cas d'une orbite. Si vous imaginez que là, vous avez la Terre au centre et la Lune ici, la somme des forces exercées sur la Lune par la Terre n'est pas du tout égale à 0. Ce mouvement a un vecteur vitesse qui n'est pas constant. La somme des forces n'est pas égale à 0. Mais par contre, si le vecteur vitesse est constant, par exemple, si j'ai un mouvement rectiligne uniforme, là, cette fois-ci, je peux dire que la somme des forces vaut 0. Ça paraît bizarre, non? Dans le sens où mon vecteur vitesse qui est constant, ça veut dire que mon système il bouge. S'il bouge, on pourrait se dire qu'il y a une force qui s'exerce dessus. Ben non, c'est juste l'inertie. En fait, là, imaginez que vous tapez dans un ballon. Voilà, le moment où vous tapez dans le ballon, tac, donc voilà, ça c'est votre pied qui tape dans le ballon. Le moment où vous tapez dans le ballon, vous lui avez mis une force. Ok, mais sauf que par contre, après vous avez arrêté de taper dans le ballon. Votre ballon, il est juste en train de se déplacer avec l'inertie. Dans la réalité, qu'est-ce qu'il va faire votre ballon? Il va finir par s'arrêter à cause des frottements. Force dont je ne vous ai pas parlé. Mais si vous supposez que votre ballon, il frotte pas, il va continuer sans freiner, mais sans subir de nouvelles forces. En fait, il va juste continuer dans son mouvement. C'est l'inertie. S'il continue dans son mouvement, ça veut dire qu'aucune force n'est là soit pour l'arrêter. Par exemple, vous voyez, en allant dans ce sens-là, il n'y a pas de nouvelle force qui vient ici. Il n'y a pas de nouvelle force qui le fait sauter. Vous voyez, par exemple, un caillou ou quoi que ce soit qui pourrait se mettre sur le chemin. Il n'y a pas de force qui le fait s'enfoncer. S'il continue dans sa trajectoire rectiligne uniforme, ça veut dire que la somme des forces est nulle. Et justement, je vous parle beaucoup de mouvement rectiligne uniforme parce que cette forme-là du principe de Galilée, c'est elle qui permet de la comprendre, mais l'immense intérêt du principe d'inertie, c'est non pas le théorème, mais sa réciproque. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous faire proprement ce que c'est que la réciproque. En gros, ici, vous avez que si le vecteur vitesse ne varie pas, ça, c'est la proposition A. Si A est vrai, ça veut dire que B est vrai. Alors, la somme des forces qui s'exercent sur ce système est nulle. Si A est vrai, alors B est vrai. Si vecteur vitesse égale constante, alors somme des forces égale 0. Eh bien, la réciproque, c'est que A implique B signifie que B implique A. Mais c'est la même chose, mais c'est dans ce sens qu'on se sert le plus du principe d'inertie. En gros, si la somme des forces sur le système est nulle, alors le vecteur vitesse ne varie pas. Et tout à l'heure, je vous ai fait mes petits schémas, parce qu'en fait, si le vecteur vitesse ne varie pas, ça veut dire soit que votre système est en mouvement rectiligne uniforme, c'est ce que je vous disais avec le ballon, s'il n'y a pas de nouvelle force qui vient le freiner, le faire sauter, le faire tomber, il continue dans son mouvement, donc rectiligne uniforme, il continue tout droit. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il est immobile. On est d'accord que le vecteur vitesse, s'il est constant, 0 c'est une constante. Si votre vecteur vitesse, il vaut tout le temps 0, il est comment votre système? Si vraiment le vecteur vitesse, il est tout le temps nul, votre système, il est immobile. Ça veut dire que là, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a aucune force sur lui. Vous voyez là, actuellement, je parle, mais on va dire que je suis immobile. Il n'y a pas 0 force qui s'exerce sur moi. C'est juste que mon poids s'oppose parfaitement à la réaction du support. La somme des forces sur moi
est nul dans le référentiel terrestre, qui est un référentiel supposé galiléen. Donc, je suis immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Je vous le note ici, c'est le sens le plus important. Il est un peu bizarre, parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on peut être soit... Enfin, pourquoi est-ce que le vecteur vitesse constant, ça voudrait dire soit mouvement rectiligne uniforme, soit immobile? En fait, il y a les deux cas de figure. Et dans quel cas vous vous trouverez, ça dépend de l'énoncé. Donc ça, c'est la réciproque. Donc la réciproque. C'est-à-dire que si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Il faut faire vraiment attention à ça. Ce théorème, vous allez devoir le citer en spé, forcément. Vous ne marquez pas seulement C immobile. Vous ne marquez pas seulement en mouvement rectiligne uniforme. Vous marquez les deux et vous aurez besoin d'un autre argument pour trouver si c'est l'un ou si c'est l'autre. Et il y a plein de façons de montrer que c'est l'un ou c'est l'autre. Parce qu'en fait, l'idée c'est que donc immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce qui va séparer les deux? C'est immobile si le vecteur vitesse il est constant, mais plus particulièrement s'il vaut 0. Et c'est en mouvement rectiligne uniforme si le vecteur vitesse il est constant. Est-ce que vous comprenez que que l'immobilité, c'est un cas particulier du mouvement rectiligne uniforme? Ok, vecteur vitesse constant. Mais il y a un cas particulier où le vecteur vitesse il est constant à 0. Donc vous voyez, l'immobilité est un cas particulier du mouvement rectiligne uniforme. C'est complètement rectiligne d'être immobile. Vous ne bougez pas, vous êtes toujours dans la même direction. Et c'est tout à fait uniforme, vous ne changez pas de vitesse. Et justement, l'idée c'est que immobile, c'est quand votre vecteur vitesse est constant à 0. Et mouvement rectiligne uniforme, c'est quand il est constant, nul ou non nul. Ça, c'est la réciproque. Je vous propose qu'on écrive aussi en formule mathématique. Donc, si la somme des forces qui s'exercent sur le système est nulle, ça veut dire que le vecteur vitesse du système, il est constant. Ou, mais c'est un cas particulier, vous voyez, je ne sais pas si le mot « ou » est approprié. Peut-être que « voir », ce serait encore plus approprié. Alors, vecteur vitesse égale vecteur constant, voire vecteur vitesse égale vecteur nul. C'est ça la réciproque. C'est vraiment le sens inverse à tout à l'heure. Tout à l'heure, on a écrit V égale constante, ça veut dire ça. Là, la réciproque, c'est ça, implique ça. Et ça, ça implique mouvement rectiligne uniforme. Je l'écris MRU. Vous verrez vos profs, ils abrégeront ça comme ça des fois. Vecteur constant égale mouvement rectiligne uniforme, ou vecteur vitesse égale 0, ça veut dire immobile. Voilà pour la réciproque. Et comme on n'a pas fini, parce qu'un théorème, ça va avec sa réciproque, ça va aussi avec sa contraposée. Là, je vais vous la faire rapidement. La contraposée, elle n'est pas essentielle. En gros, le théorème, c'est A implique B. La réciproque, c'est B implique A. Et bien la contraposée, c'est que non A implique non B. Et vous avez même là je vous embête, vous avez même la contraposée de la réciproque. La contraposée de la réciproque, c'est non B implique non A. Bon voilà, donc, peu importe. Moi je vous écris juste le non A implique non B. Donc ça c'est la contraposée et c'est comme ça qu'on finit cette partie 3 et même le cours, vous allez voir la partie 4, ce sera simplement un exercice. Donc, la contraposée. Donc vous savez, tout à l'heure, on a marqué, si le vecteur vitesse ne varie pas, c'est-à-dire est constant,
alors la somme des forces égale 0. Ça, je vais l'écrire vite. C'est-à-dire que si le vecteur vitesse n'est pas constant, c'est-à-dire s'il varie, alors la somme des forces n'est pas égale à 0, est différente de 0. Vous voyez, si le vecteur vitesse varie, alors la somme des forces n'est pas égale à 0. Pour rappel, tout à l'heure, dans le théorème classique, on a marqué que si V, le vecteur vitesse était constant, voire était égal à 0, ça voulait dire que la somme des forces était égale à 0. Bah, du coup, la contraposée, c'est si ça, c'est pas vrai, alors ça, c'est pas vrai. C'est vraiment simplement ça. Je m'arrête là-dessus, dans le sens où je voulais juste vous montrer que ce sens-là peut aussi exister. Il est plus rare. Le sens le plus important, c'est celui de la réciproque, mais celui-ci existe. Et vous voyez, une fois qu'on a compris, il n'est pas vraiment très dur. Comme promis, la dernière partie de cette vidéo, c'est un exercice classique, pour qu'on s'entraîne sur la rédaction, et sur un exercice, vraiment, ce sera du début de première. Ce que je vous conseille, toujours, n'hésitez pas à penser à ça vraiment, parce que l'année prochaine, vous aurez de l'avance sur les autres, c'est que quand vous commencez un exercice de mécanique, il y a vraiment 3 choses à préciser. La première chose, c'est le système. Système, je vous rappelle, c'est l'objet que vous étudiez. Je vous laisse lire ce petit énoncé, vous pouvez mettre en pause, et vous trouvez quel est le système que nous étudions. Pendant que vous y êtes, vous pouvez même réfléchir au référentiel, parce que c'est la deuxième chose à marquer en début d'exercice, avant même de commencer à répondre aux questions. Si vous notez ça, on voit déjà que vous êtes rigoureux. Donc, qui est le système? Le système, ici, qu'on étudie, c'est la balle de tennis. Comme d'habitude, qu'on modélise par un point, son centre de gravité, donc au milieu. Donc, la balle de tennis, c'est le système. Je vous rappelle, ça se note entre accolades. Balle de tennis. Le référentiel. Quel est le référentiel le plus adapté? On peut imaginer que cette expérience se passe à la surface de la Terre. Donc, on le fait dans le référentiel terrestre. Et là, on rajoute, on sort du programme de seconde, on rajoute le programme de première. C'est dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Sinon, vous ne pourrez utiliser aucune des lois de Newton. Donc, en fait, c'est bon, c'est fini, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Supposé galiléen, c'est comme ça qu'on commence. Et ensuite, souvent, ce qu'on vous fera faire, c'est le bilan des forces. Je note pas tout de suite, parce que vous voyez, moi, le bilan des forces, il entre dans la B. Mais c'est parce que c'est un exercice facile. Vous, plus tard, et je vous assure même post-bac, les étudiants, ils commencent par faire ça. Système référentiel, bilan des forces. Moi, je fais le bilan des forces à la question B parce que c'est demandé. Mais donc, question A. Ça reprend en fait ce que nous avons vu. Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur la balle dans le référentiel terrestre? Vous voyez, si on vous a même dit le référentiel terrestre. Ici, il faut utiliser l'énoncé. Et ce qu'on vient de voir. Ici, cette balle de tennis, c'est immobile. Ça signifie que, comme il est immobile, on est d'accord, le vecteur vitesse ne varie pas. Actuellement, le vecteur vitesse vaut 0. Et il ne change pas dans le temps. Ça veut dire qu'ici, on va se servir du principe d'inertie. Je vous avais dit, c'est la réciproque dont on se sert le plus souvent, mais ici, c'est le principe d'inertie. D'après le principe d'inertie, comme le système est immobile, alors, donc système immobile, évidemment, ça veut dire vecteur vitesse qui est constant, ici il vaut même 0. Alors, que peut-on en déduire des forces qui s'exercent dans le référentiel terrestre? De façon très claire. Soit la somme des forces vaut 0. Donc la somme, vous vous souvenez, c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure. Ça c'est le symbole de somme. La somme, donc l'addition. La somme des forces qui s'exercent sur le système, j'abrège un peu, je mets sur le système parce que j'avoue, je suis à la bourre. La somme des forces sur le système est nulle. Donc ça correspond à la formule somme des forces égale 0. Ça correspond à la formule somme des forces égale 0. Mais vous pouvez aussi écrire, si vous voulez, alors les forces qui s'exercent sur le système se compensent.
les forces qui s'exercent sur le système, je ne réécris pas tout, se compensent. Voilà ce qu'on peut déduire. Et vous voyez, pourtant, on n'a même pas encore commencé à réfléchir aux forces qui s'exercent là-dessus. Juste, on sait que c'est immobile, donc la somme de toutes les forces qui s'exercent sur le système est nulle. Et dans la question B, on va se demander quelles sont les forces qui s'exercent sur ce système. Ben voilà la question que je vous pose pendant que j'efface, c'est quelles sont les forces qui s'exercent sur ce système? Il y en a deux. Et c'est vrai que pour répondre à cette question, peut-être que je vais vous montrer ce que j'ai été chercher tout à l'heure, c'est le dynamomètre. On vous dit ici, cette balle, elle est suspendue à un dynamomètre. Et un dynamomètre, je ne sais pas à quel point on voit bien, c'est une sorte de ressort. Ça mesure à quel point la force est puissante. Vous voyez là, si je tire dessus, je mesure ma force. Si je suspends, je ne sais pas quoi, une agrafeuse à ça, je peux mesurer le poids de l'agrafeuse. Et bien là, on a décidé d'accrocher une balle de tennis au dynamomètre. Donc dynamomètre, c'est un instrument qui permet de mesurer les forces. Je ne sais pas si on voit, mais ça mesure la force bien en newton, qui est son unité. Et donc, le bilan des forces qui s'exercent sur la balle. Donc, je vais écrire BDF pour bilan des forces. Il y en a deux ici. La balle de tennis, elle est soumise à son poids, forcément. Je le représente vite fait parce qu'en fait, après, il faudra le représenter pour de vrai. Elle est soumise à son poids. Je vais même aller encore plus vite parce qu'en fait, il faudrait vraiment que je file. Et ensuite, vous voyez, ici, ça, c'est un ressort, mais finalement, c'est quasiment un fil. Vous voyez, votre balle de tennis, elle est pas sur un support. Il n'y a pas de réaction du support ici. Par contre, elle est retenue par un fil. Vous avez donc également la tension d'un fil. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'appeler la tension du dynamomètre, peu importe. En tout cas, il y a une tension. Ça retient tension, tenir, tension, etc. On peut la noter T. Réfléchissons rapidement aux caractéristiques de ces forces. Donc, le poids. Toujours, comme d'habitude, 4 caractéristiques. Le poids, sa direction. Ne confondez pas sens et direction. Direction verticale. Sens vers le bas ou vers le centre de la Terre. C'est vous qui voyez. La norme, bon, vous reverrez la formule, mais P égale M fois G. Vous voyez, ici, on ne vous en parle même pas, vous ferez ça l'année prochaine, peu importe. Même si, honnêtement, on peut la lire directement dessus, la norme du poids. Mais bon, honnêtement, peu d'importance. Et enfin, le point d'application, pour le poids, vous voyez, je l'ai représenté ici, c'est le centre de gravité. Donc, le centre de gravité de la balle. Ici, c'est vraiment le centre G. Centre de gravité de la balle. La tension du dynamomètre. Alors, elle, cette fois-ci, sa direction, c'est la même. Vous voyez, on a vraiment la même chose. Donc, sa direction, elle est toujours verticale. Par contre, comme le poids et la tension du dynamomètre se compensent, n'oubliez pas ce que nous avons vu à la question A. Ben, forcément, le poids, il est dans un sens et la tension est dans l'autre sens, avec littéralement la même longueur. Il faut faire très attention à ça, parce que du coup, la direction est verticale, comme pour le poids. Par contre, cette fois-ci, c'est vers le haut. Et du coup, la norme, je vous avais dit, je n'ai pas de formule pour la tension. Par contre, je sais que la tension plus le poids, ça vaut 0. La somme des forces vaut 0. On est d'accord, hein, c'est ce qu'on a écrit à la question A. La somme des forces, c'est-à-dire la tension plus le poids, vaut 0. Ça veut donc dire que la tension est égale à moins le poids. Voilà ce qu'on peut avoir pour sa norme. En fait, la longueur du poids, la longueur du vecteur du poids est la même que la longueur du vecteur tension. Parce que vous voyez, si vous passez à la norme, ça enlève les moins. Vous voyez, on aura simplement que norme de T est égale à norme de P. C'est censé être exactement la même longueur, strictement la même longueur. Par contre, ça n'a pas le même point d'application. Et je viens de me dire que vraiment, le choix du vert est désastreux. Ça n'a pas le même point d'application, je me suis complètement plantée ici.
Le point d'application, il est au point d'accroche. Il est là, le vecteur T. Le point d'application, c'est le point d'attache entre la balle et le dynamomètre. Entre la balle et le dynamomètre. Et pour la question D, je vous avoue qu'elle m'intéressait moins, dans le sens où, en fait, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Il faut représenter ces forces au point G en se servant de l'échelle. 1,0 cm correspond à 0,3 N. Et là, si on lit, en fait, je ne sais pas vous à quel point vous arrivez à lire, mais moi je lis à peu près 0,6 N. C'est-à-dire que pour retenir la balle, le ressort, là le dynamomètre, il doit exercer une force de 0,6 N. Ça veut donc dire que le poids a une norme de 0,6 N. Et donc regardez, d'après l'échelle, si 1 cm ça vaut 0,3 N, combien il faut représenter sur le schéma pour avoir le poids? 2 cm. En fait, vous me faites ça qui fait 2 cm. Et du coup, comme le poids, d'après le principe d'inertie, compense la tension du fil, eh bien ceci, ce vecteur-là, vous le faites aussi mesurant. Donc cette force mesure vaut 0,6 N. Donc ce vecteur mesure 2 cm. Vous le faites aussi de 2 cm, mais par contre dirigé vers le haut. Voilà pour cet exercice classique. Ce que j'aimerais que vous reteniez globalement, c'est la rédaction. Je l'ai effacé, mais c'est super bien, vraiment super bien. Si en arrivant en première, vous vous dites « Ok, j'ai un exercice de mécanique, je vais parler de force. Ce dont je dois parler en premier, c'est système entre accolades, référentiel. » Donc, tout le temps. Donc, allez, dans 95% des cas, c'est soit terrestre, soit héliocentrique, soit géocentrique. Et vous rajoutez après supposé galiléen. Parce que en seconde, oui, on fait le bilan des forces, on s'arrête, on fait plus de calcul. Mais par contre, en première terminale, vous allez utiliser en gros après ça une des 3 lois de Newton. Soit la première loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe d'inertie, soit la deuxième loi de Newton que vous verrez, soit la troisième loi de Newton qu'on appelle le principe des actions réciproques. Donc vous devez avoir un référentiel supposé galiléen pour faire votre exercice. Donc référentiel, souvent c'est terrestre supposé galiléen. Et ensuite, n'hésitez pas à faire le bilan des forces. En première, on arrête de vous embêter tout le temps, à vous demander tout le temps les 4 caractéristiques. Mais ça arrive, c'est une question de cours. Donc essayez de ne pas confondre notamment direction et sens. Bon, je suis désolée, ma vidéo était un peu beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Finalement, je vous ai parlé de beaucoup de choses que je n'avais pas prévues. J'espère que ça a quand même été clair. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur Pronote s'il est toujours disponible, sinon par mail ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.